Lorsque nous parlons d'invention, nous avons tendance à nous concentrer sur celles qui ont eu un grand impact sur le monde. Des iPhones au carton d'œuf. Il existe des inventions qui bouleversent les industries et la pensée humaine. Mais certaines tombent dans l'oubli. Pourquoi ? Eh bien, pour être franc, elles étaient nulles dès le départ. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans le domaine des voitures. Toutes les voitures ne sont pas la prochaine Mercedes-Benz. Certaines échouent complètement, comme dans cet épisode des Simpsons avec le frère de Homer. Numéro 20. Chrysler. Thunderbolt, ambition futuriste mal orientée, présentée comme une vision de l'avenir. La Chrysler Thunderbolt est finalement devenue une vitrine d'ingénierie trop compliquée et de priorités mal orientées. Sa caractéristique phare était un toit rigide entièrement rétractable, une innovation remarquable pour son époque. Cependant, le mécanisme était si complexe que son utilisation devenait un véritable casse-tête mécanique. S'y lever ou abaisser le toit nécessite une petite équipe d'ingénieurs plutôt qu'un simple levier. Peut-on vraiment l'appeler pratique ? Conçu par le prestigieux carrossier, le baron la Thunderbolt était également doté de portes à boutons poussoirs, sans poignées, visibles d'une carrosserie lisse et aérodynamique et de phares dissimulés qui lui donnaient une apparence audacieuse et futuriste. Cela attirait certainement les regards. Mais sous ce design éblouissant se cachait rien de plus qu'un châssis Chrysler standard alourdi par un poids excessif et une complexité mécanique inutile. Jusqu'où des looks impressionnants peuvent-ils porter le succès d'une voiture ? Seules 5 Thunderbolt ont été construites principalement pour mettre en avant le potentiel de conception et d'ingénierie de Chrysler. Malheureusement, ces systèmes électriques se sont révélés peu fiables et le toit rétractable se bloquait fréquemment. Cela laissait les conducteurs coincés avec un toit à moitié ouvert ou à moitié fermé, un problème frustrant qui nuisait gravement à la commodité. La fiabilité n'est-elle pas une exigence fondamentale pour toute automobile ? En fin de compte, la Thunderbolt a échoué à équilibrer style et substance, mettant en évidence les risques d'une ingénierie excessive sans praticité. Numéro 19. Buick Centurion. Une vision futuriste qui a raté sa cible. La Buick Centurion de 1956 est surtout connue pour son style futuriste dramatique, souligné par une carrosserie bicolore rouge et blanche frappante et un énorme toit en plexiglas en forme de bulle. Cependant, la véritable innovation ou erreur était son remplacement du rétroviseur traditionnel par un système de caméra de recul. C'était des décennies en avance sur son temps, mais malheureusement la technologie n'était pas prête. Pourquoi remplacer un miroir simple et efficace par un gadget expérimental qui fonctionnait à peine ? La caméra était montée à l'arrière et affichait son image sur un petit écran intégré au tableau de bord. Mais elle nécessitait une luminosité presque parfaite pour fournir une image utilisable et était prohibitive à fabriquer. Pire encore, elle offrait une visibilité inférieure à celle d'un miroir conventionnel, rendant la tâche déjà difficile de faire marche arrière encore plus ardue. Quelle valeur peut avoir une fonctionnalité si elle complique la conduite ? Au-delà de ce gadget, le gigantesque toit en plexiglas de la Centurion transformait l'intérieur en une serre brûlante lors des journées ensoleillées. L'habitacle souffrait d'une mauvaise ventilation rendant les passagers rapidement inconfortables. Le confort n'est-il pas censé être une caractéristique des véhicules de luxe ? La Centurion n'est jamais entrée en production et est restée un concept flashy mais impraticable, plus adapté au salon de l'auto qu'aux routes quotidiennes. Elle avait l'air spectaculaire mais échouait à tous les tests pratiques. Numéro 18. Prototype DMC, DeLorean Style avant performance. La DeLorean DMC-12 est mieux connue pour son rôle principal dans des films que pour ses performances sur route. Pourtant, les premières versions prototypes étaient encore moins fonctionnelles que le modèle de production. Elles souffraient de portes à ailes de mouette problématiques qui se coinçaient et étaient alimentées par des moteurs peu performants, alourdis par le poids d'une carrosserie en acier inoxydable. On avait l'impression d'une voiture conçue d'abord pour l'impact esthétique et ensuite pour la conduite réelle. Une voiture qui vise à être futuriste ne devrait-elle pas fonctionner de manière fiable avant de devenir une icône culte ? Les premiers prototypes étaient truffés de problèmes. Accélération faible, qualité de fabrication inconstante et un châssis qui peinait sous le poids de la carrosserie. Les tentatives d'améliorer les performances avec des turbocompresseurs doubles n'ont guère apporté de bénéfices car le poids de la voiture et ses dimensions maladroites restaient inchangés. Pourquoi continuer à raffiner une fondation défectueuse au lieu de s'attaquer aux problèmes fondamentaux ? À l'intérieur, l'habitacle exigu,
et la visibilité limitée augmentaient l'inconfort du conducteur, tandis que la qualité de conduite globale ne correspondait pas à l'image premium de la voiture. Malgré ces revers, le projet a progressé sur la base du battage médiatique et de l'anticipation plutôt que sur une ingénierie solide. Les retards de production et les problèmes financiers ont finalement coulé l'entreprise. Un design élégant peut-il vraiment masquer des défaillances mécaniques fondamentales? Numéro 17. Zundap Janus. Symétrie radicale avec des conséquences dangereuses. Produite en 1958 par un fabricant de motos allemand. Le Zundap Janus était une expérience audacieuse en matière de conception automobile. Il comportait une porte à l'avant et une autre à l'arrière avec des passagers assis dos à dos. Bien que cela puisse sembler original, cela s'est avéré très peu pratique dans l'utilisation quotidienne. Pourquoi quelqu'un concevrait-il une disposition de siège qui transforme une conversation en un défi logistique? La disposition symétrique pouvait être astucieuse d'un point de vue technique, mais elle a créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolus. Les passagers arrière devaient sortir dans un trafic venant en sens inverse, un danger évident pour la sécurité. De plus, le centre de gravité inhabituel de la voiture rendait les virages instables et dangereux. Pourquoi privilégier la symétrie esthétique quand cela compromet la sécurité du conducteur et des passagers? Alimenté par un petit moteur de 245 cm3, le Janus manquait de puissance pour rivaliser même avec des scooters légers. Sa vitesse maximale tournait autour de 50 miles par heure et il avait du mal à gravir des collines. Quelle utilité a une voiture à 4 places si elle se comporte comme un scooter de mobilité? Le design excentrique du Janus en faisait plus une curiosité qu'un véhicule pratique, démontrant les pièges de la priorité à l'innovation sans tenir compte de l'utilisabilité. Numéro 16, Amphicar, modèle 770. Un maître de tous les métiers, mais un expert en aucun. L'Amphicar modèle 770 était une tentative ambitieuse de créer un véhicule capable de rouler sur les routes et de naviguer sur l'eau. Il avait 4 roues pour le voyage terrestre et 2 hélices pour la propulsion aquatique, mais cette double fonctionnalité avait un coût. L'Amphicar était médiocre à la fois, comme voiture et comme bateau. Un véhicule qui échoue à exceller dans l'un ou l'autre domaine peut-il être considéré comme innovant? Son modeste moteur de 1 litre lui permettait d'atteindre environ 70 miles par heure sur Terre et environ 7 nœuds dans l'eau, ce qui inspirait le nom 770. Cependant, la direction était lente dans l'eau et ses performances de conduite sur route étaient décevantes. Pourquoi compromettre les deux fonctions en les combinant? De plus, le véhicule n'était pas vraiment étanche. Les propriétaires devaient utiliser des pompes de cale pour retirer l'eau qui fuyait à l'intérieur. Avec un entretien compliqué et des coûts élevés, l'Amphicar est devenu plus un objet de curiosité qu'une solution de transport pratique. Une voiture conçue pour conquérir à la fois la terre et l'eau ne devrait-elle pas au moins empêcher l'eau d'entrer? Environ 4000 unités ont été vendues, principalement aux États-Unis, avant que la production ne cesse en 1965. Aujourd'hui, l'Amphicar est considéré comme une rareté de collection, plutôt qu'un triomphe de l'ingénierie ou du design. Numéro 15. Chaparral de J, innovant mais indiscipliné. La Chaparral de J, introduite en 1970, ressemblait à une voiture de course, mais avait plus l'air d'une expérience scientifique. Elle était conçue pour une vitesse maximale avec un moteur secondaire uniquement pour alimenter 2 ventilateurs à l'arrière. Ces ventilateurs aspiraient entre l'air sous la voiture pour générer une énorme force d'appui, aspirant essentiellement le véhicule sur la piste. C'est exact. La 2J utilisait un système de vide conçu spécifiquement pour améliorer l'adhérence et le passage en virage. Si une voiture nécessite des ventilateurs mécaniques juste pour rester collée à la route, le design est-il vraiment efficace? Le concept a donné à la 2J une maniabilité et une traction supérieure à tout autre véhicule sur la piste pendant une courte période, mais le bruit fort, la complexité mécanique et le risque constant de débris obstruant les ventilateurs rendaient le système peu fiable. L'ajout de pièces mobiles complexes ne conduit-il pas souvent à une augmentation des pannes? Malgré des performances solides lors des qualifications, la Chaparral 2J a fait face à de vives protestations de la part des équipes rivales et a finalement été interdite par la FIA en raison de ses dispositifs aérodynamiques mobiles. Donc bien que l'innovation ait fonctionné, elle était trop peu conventionnelle pour rivaliser équitablement. Quel était l'intérêt d'une technologie révolutionnaire si elle était disqualifiée avant d'avoir la chance de gagner?
La Chaparral de Gigg était indéniablement un chef-d'œuvre de l'ingénierie créative. Mais quand votre voiture de course ressemble plus à un aspirateur qu'à un pur sang, il est difficile de l'appeler un succès durable sur la piste ou dans l'histoire automobile. Numéro 14, Ford Nucleon. Ambitions atomiques qui n'ont jamais décollé. Ensuite, nous avons la Ford Nucleon, l'un des concepts les plus fous et les plus extravagants jamais imaginés à Détroit. Le plan. Une voiture alimentée par un réacteur nucléaire miniature au lieu de l'essence. Sur le papier, cela semble révolutionnaire. Mais sérieusement, qui se sentirait à l'aise de conduire avec un réacteur bourdonnant derrière les sièges? La Nucléon n'a jamais réellement fonctionné car il n'existait pas de moteur nucléaire opérationnel assez compact pour s'y adapter. Les concepteurs estimaient qu'elle pouvait parcourir 5000 miles entre les ravitaillements, mais ils ont passé sous silence des préoccupations cruciales comme le blindage contre les radiations et ce qui se passerait en cas d'accident. La sécurité des passagers n'est-elle pas un impératif pour tout véhicule ? L'apparence de la voiture sortait tout droit d'un film de science-fiction des années 1950 avec un cockpit en verre et une partie arrière allongée abritant le réacteur. Mais c'était purement théorique. Pas de moteur, pas de transmission, juste une idée audacieuse sans suite pratique. Quel est l'intérêt d'un prototype qui ne peut même pas prouver son concept de base ? Ford a finalement abandonné le projet et la seule version existante est un modèle à petite échelle dans un musée, un exemple clair que tous les rêves futuristes ne devraient pas devenir réalité. Numéro 13. Vanguard Sebring City Car. Le golf kart qui a essayé d'être une voiture. Voici la Vanguard Sebring City, car la réponse américaine à la crise pétrolière des années 1970. Petite carrée et électrique, elle était présentée comme le véhicule idéal pour la ville. Mais une fois derrière le volant, les gens se rendaient compte qu'elle ressemblait plus à un golf-kart qu'à une véritable automobile. Un véhicule peut-il vraiment être qualifié de voiture s'il ne peut pas suivre le rythme de la circulation quotidienne ? La vitesse maximale atteignait à peine 30 miles par heure et l'autonomie n'était que de 40 miles, avec une charge complète. À l'intérieur, il y avait à peine de place et le coffre était pratiquement inexistant. La qualité de fabrication était discutable au mieux. Pourquoi concevoir une voiture de ville qui ne peut pas gérer le trajet quotidien le plus basique ? La forme en coin de la voiture n'a fait qu'ajouter à son apparence étrange. Bien qu'elle réponde techniquement aux normes de sécurité sur autoroute, peu de conducteurs étaient désireux de l'essayer. Elle manquait de direction assistée, avait une mauvaise isolation et souffrait de pannes électriques fréquentes. Sacrifier le confort de conduite, valait-il vraiment la peine d'économiser un peu d'essence ? Malgré ses défauts, le Sebring a vendu près de 4400 unités, ce qui en fait l'une des premières voitures électriques les plus commercialement réussies. Mais le succès ne signifie pas toujours praticité. Numéro 12, Cadillac Cyclone. Style sans substance. La Cadillac Cyclone de 1959 était la tentative audacieuse de GM d'imaginer l'avenir avec des looks inspirés, des fusées et un système radar intégré censé détecter les obstacles. Cela semble à la pointe de la technologie jusqu'à ce que vous réalisiez que c'était plus une fantaisie qu'une voiture fonctionnelle. Pourquoi intégrer une technologie avancée dans un véhicule qui n'était même pas apte à la route ? Le design repoussait les limites avec des nez coniques jumelés abritant des capteurs radars, un dôme bulle et une forme qui ressemblait plus à un vaisseau spatial qu'à une automobile. Mais le système radar, il n'a jamais réellement fonctionné. Quelle valeur a une technologie qui ne dépasse jamais le stade du concept ? Le dôme bulle rétractable était une autre caractéristique audacieuse. Il glissait automatiquement vers l'avant pour permettre l'entrée et la sortie, mais offrait une mauvaise ventilation et une visibilité limitée pour le conducteur. Ne serait-il pas plus sensé d'avoir des portes et des fenêtres conventionnelles ? Bien qu'il attirait les foules lors des salons de l'auto, le Cyclone était resté un prototype unique. Flashy et futuriste, oui, mais en tant que véhicule pratique, il n'était guère plus qu'une liste d'idées, des décennies en avance sur leur temps. Numéro 11, Stout Scarab. Le premier minivan qui a raté sa cible, souvent salué comme le minivan original. Le Stout Scarab était révolutionnaire dans sa conception, mais a échoué de manière spectaculaire presque partout ailleurs. Conçu par William Bushnell. Stout en 1961 en Coquenrache, il présentait un moteur arrière, un empattement allongé et un habitacle de style salon. Mais il avait un prix élevé et un look que beaucoup trouvaient rebutant. Si peu de gens peuvent se permettre une voiture ou souhaitent être vus au volant, peut-elle vraiment être considérée comme innovante ?
La construction du Scarab s'inspirait des techniques aéronautiques et manquait de marchepied, ce qui était radical pour son époque, mais son style était étrange et insectoïde, vivant un peu trop bien à la hauteur de son nom. Pourquoi associer un intérieur futuriste à un extérieur qui attire les regards pour toutes les mauvaises raisons? La production était limitée seulement, environ 9 ont été construites, et aucune n'a progressé au-delà du prototype ou d'un test limité. Les performances de la voiture étaient en décevantes, et le marché n'était pas prêt pour un design aussi non conventionnel. Un véhicule peut-il être qualifié de révolutionnaire s'il n'a jamais eu la chance de prouver sa valeur sur la route? Numéro 10, Chrysler Imperial, le Baron Street, Régis théâtre de luxe sur roue. Ensuite, nous avons la Chrysler Imperial, le Baron Street Régis de 1973, une voiture concept qui semblait prête pour un tapis rouge mais manquait d'un but clair. Elle était chargée d'éclairages de style opéra, de moquettes en peluche de sièges pivotants et d'un faux dôme en cristal à l'intérieur. Mais à quel point l'expérience de conduite réelle importait-elle? À peine mentionnée. Pourquoi remplir une voiture de caractéristiques théâtrales si le trajet et la mécanique n'offrent rien de nouveau? Ce prototype a donné la priorité au spectacle intérieur plutôt qu'à l'ingénierie ou aux performances. Construite sur la plateforme de l'Impérial ordinaire, elle essayait de passer pour un salon de luxe roulant. Quelqu'un a-t-il vraiment demandé un éclairage en dôme inspiré d'un lustre à l'intérieur d'une voiture? Elle comprenait également des écrans de télévision intégrés, des interphones et un bar Deluxe pour un véhicule jamais destiné à la production. Les composants mécaniques restaient inchangés et la plupart des fonctionnalités futuristes étaient en des maquettes non fonctionnelles. Si la technologie ne fonctionne pas, peut-elle même être considérée comme un prototype ou juste un showroom mobile? Numéro 9. BMW Gaga Mobile, Dart Microcar sportive ou hors norme. Jetez un œil à la BMW Gaga Mobile Dart, lancée en 1959 par une entreprise australienne utilisant un châssis allemand. Commercialisée comme une microcar sportive, l'appeler sportive pourrait être la plus grande exagération de l'histoire automobile. Un véhicule peut-il vraiment être sportif s'il ne peut pas suivre le rythme d'un vélo? Ce biplace sans porte ressemblait à un cabriolet élégant, mais sous sa coque en fibre de verre se trouvait un moteur de 360, produisant environ 15 chevaux. C'est à peu près la puissance d'une tondeuse à gazon. Par une bonne journée avec un vent arrière, il pourrait atteindre 60 miles par heure. Pour qui était-il vraiment conçu? Pour quelqu'un voyageant léger, court et sans hâte. Il n'avait ni fenêtre ni réelle protection contre les intempéries, et entrer ou sortir était plus une escalade qu'un pas. L'ensemble du design privilégié, le style au détriment de la praticité. Peut-on appeler quelque chose une voiture lorsque la commodité est clairement une réflexion après coup? Malgré son charme étrange et quelques centaines de ventes en Australie, la Gaga Mobile. Dart est rapidement tombée dans l'oubli. C'était amusant à regarder, mais en tant que moyen de transport, c'était tout en éclat et sans substance. Numéro 8. Normand Teams Spécial Beauté qui bloque la fonction. Le Normand Teams Spécial est souvent admiré pour ses lignes élégantes et fluides. Visuellement, c'est un chef-d'œuvre, mais une fois que vous examinez la disposition et l'utilisabilité au quotidien, cela commence à se défaire. Un véhicule peut-il être un succès s'il est plus une œuvre d'art qu'une machine fonctionnelle? Conçue par l'ingénieur Norman Teams, cette voiture présentait une carrosserie en aluminium faite à la main, sans porte et un capot arrière qui s'ouvrait comme une énorme coquille de palourde. Bien que futuriste pour la fin des années 1940, ses choix de design rendaient manquant des tâches de base, comme l'accès au moteur et l'entrée dans la voiture inutilement difficiles. Pourquoi concevoir un véhicule qui a l'air rapide, mais vous ralentit chaque fois que vous l'utilisez? Alimenté par un moteur Buick Straight 8, il était destiné à être un racer haute performance. Pourtant sans toit, sans coffre et presque zéro praticité quotidienne, il était plus à admirer dans un showroom que conduit dans la rue. Quel est l'intérêt d'une voiture si elle n'est pas vraiment destinée à être conduite? Une seule a été fabriquée et bien qu'elle ait été restaurée et exposée, le Norman Teams Special reste un conte d'avertissement sur le style écrasant, la fonction. Numéro 7. Chrysler Streamline X, Gilda rêve de science-fiction ou cauchemar routier. Nous passons maintenant à la Chrysler Streamline X Gilda. Nommée d'après le célèbre rôle cinématographique de Rita Hayworth, cette voiture avait l'air d'avoir été arrachée des pages d'une bande dessinée de science-fiction.
Conçue par le carrossier italien Ghia en collaboration avec l'équipe de design de Chrysler, elle était entièrement axée sur les courbes, les nageoires et la fantaisie. Mais quand on regarde de plus près, il est clair que la Gilda était plus une expérience en soufflerie qu'une automobile pratique. Pourquoi créer une voiture si avancée qu'elle oublie comment être utilisable ? Son nez aiguille ses nageoires extravagantes et son profil bas est construit pensé purement pour l'aérodynamisme sans tenir compte de la fonction quotidienne. Le plan original incluait même un moteur à turbine à gaz qui n'a jamais vu le jour. N'y a-t-il pas une ligne entre visionnaire et impossible ? À l'intérieur, les sièges exigus, la mauvaise visibilité et l'accès difficile au moteur en faisaient un cauchemar à utiliser ou à entretenir. Bien que la Gilda ait impressionné les foules lors des salons de l'auto, elle n'a jamais dépassé la phase prototype et honnêtement, c'est probablement là qu'elle appartient. Numéro 6. Ferrari 512 S, modulo design futuriste avant la praticité. Voici une voiture qui attire les regards, la Ferrari 512 S, modulo dévoilé en 1970 par Pininfarina comme un concept futuriste. Son profil plat large et ultra bas était sans pareil sur la route, mais sous cet extérieur radical, la praticité était introuvable. Un véhicule peut-il remplir son objectif si entrer à l'intérieur ressemble davantage à l'embarquement dans un vaisseau spatial ? Au lieu de porte traditionnelle, le modulo avait un toit à canopée coulissante qui se déplaçait vers l'avant pour permettre l'accès au conducteur. Cool en théorie, maladroit en pratique et presque impossible à utiliser dans des environnements quotidiens. Comment garez-vous une voiture qui nécessite un espace de la taille d'une piste juste pour y entrer, bien qu'elle soit construite sur un châssis de Ferrari 512S et dotée d'un puissant moteur V12, le modulo n'était pas destiné à être conduit rapidement ou vraiment conduit du tout. Avec seulement 37 pouces de hauteur, elle offrait une mauvaise visibilité et peu de confort. Peut-on encore l'appeler supercar si le principal intérêt est simplement de se tenir près d'elle ? Le modulo est plus mémorable pour son style dramatique que pour toute véritable innovation. Preuve que les looks futuristes ne se traduisent pas toujours par un design intelligent. Numéro 5. D-Maxion. Car le dirigeable de Buckminster Fuller sur roue. Dans les années 1930, l'architecte et inventeur Buckminster Fuller visait à repenser complètement l'automobile. Son idée était de concevoir des voitures qui servirent les consommateurs, pas les fabricants, libérant ainsi les gens des coûts et des complexités habituelles. Le résultat fut la D-Maxion, car un long véhicule en forme de goutte d'eau à 3 roues qui ressemblait plus à un zeppelin étiré qu'à une automobile pratique. Elle promettait une meilleure efficacité énergétique et un look futuriste, mais en réalité, elle a échoué de manière spectaculaire. La D-Maxion se dirigeait avec sa seule roue arrière, permettant des virages serrés mais rendant la voiture dangereusement instable à des vitesses de plus élevées. Lors d'une démonstration, un grave accident a entraîné la mort du conducteur, endommageant sérieusement la réputation du véhicule. Pourquoi risquer la sécurité publique juste pour un meilleur rayon de braquage ? Seules 3 D-Maxion ont été construites et aucune n'a avancé au-delà du stade prototype. Le concept de mélanger un design de style aéronautique avec un châssis de voiture était ambitieux mais sans ingénierie suffisante pour le soutenir, cela ne fonctionnait tout simplement pas. Les voitures ne devraient-elles pas devenir plus sûres à mesure que la technologie progresse ? Numéro 4. GM. Firebird I-Style de l'ère des jets avant la praticité. Dans les années 1950, General Motors a dévoilé le Firebird I, une voiture alimentée par un moteur à turbine à gaz, une technologie normalement utilisée dans les avions à réaction. Élégante et argentée, elle était conçue pour montrer à quoi pourrait ressembler l'avenir des voitures. Mais cela s'est avéré être plus une question de spectacle que de fonctionnalité. Un véhicule peut-il être vraiment innovant s'il est trop bruyant ou dangereux à conduire ? Le Firebird I ne fonctionnait pas avec du carburant ordinaire. Il utilisait du carburant d'aviation et produisait un rugissement tonitruant, le rendant inadapté aux routes publiques. Son cockpit était scellé comme celui d'un avion de chasse et il nécessitait une manipulation spécialisée que seul un pilote d'essai formé pouvait gérer. Quel genre de voiture a besoin d'un pilote plutôt que d'un conducteur ? Sur le papier, elle promettait des performances futuristes, mais en pratique, c'était principalement une exposition statique. Elle n'est jamais entrée en production car GM a rapidement réorienté son attention vers des conceptions plus pratiques. Pourquoi construire une voiture qui semble prête à voler, mais ne peut même pas passer les tests de sécurité de base ? Numéro 3. Reliant Robin de 1973. Le tricycle qui bascule.
Le Reliant Robin introduit en 1973 au Royaume-Uni est surtout célèbre pour une chose basculée. Ce véhicule à 3 roues était conçu comme une alternative légère et économe en carburant pour les conducteurs soucieux de leur budget. Mais un défaut flagrant a éclipsé son intention. Quelle était la praticité d'une voiture qui ne peut pas rester droite lors d'un virage? Au lieu de 2 roues, à l'avant comme la plupart des tricycles, le Robin avait une seule roue avant et 2 à l'arrière. Cette disposition causait de graves problèmes de stabilité, surtout lors des virages à des vitesses normales. Personne n'a-t-il prévu à quel point cela pourrait mal se terminer? Sa carrosserie en fibre de verre le gardait léger mais n'ajoutait pas beaucoup à la sécurité. Il était classé comme une moto selon la loi fiscale britannique, ce qui réduisait les coûts, mais ne faisait rien pour améliorer la maniabilité ou la sécurité. Économiser de l'argent valait-il vraiment un tel compromis? Bien qu'il ait gagné un public culte et soit brièvement revenu en production au début des années 2000, le Robin n'a jamais réussi à se défaire de sa réputation de blague pratique sur roue. Il a complètement raté sa cible en matière de design sensé. Numéro 2. Aurora Safety Car, le pionnier laid. Voici l'Aurora Safety Car créée en 1957 par le prêtre du Connecticut Alfred Giuliano. Elle était censée être la voiture la plus sûre jamais construite, mais a plutôt gagné le surnom de l'un des prototypes les plus laids et les plus bizarres jamais réalisés. Une voiture peut-elle être prise au sérieux si elle ressemble à un vaisseau spatial fondu? Giuliano avait des objectifs nobles, équipant l'Aurora de ceintures de sécurité, d'un tableau de bord rembourré et d'une colonne de direction rétractable, des caractéristiques qui allèrent devenir standards dans l'industrie. Mais son énorme carrosserie en fibre de verre, son avant surdimensionné et ses fenêtres de forme étrange lui donnaient l'apparence d'une attraction de parc d'attractions plutôt que d'un véhicule pratique. Un bon design ne doit-il pas inclure l'utilisabilité ainsi que la sécurité? Sous le style maladroit se trouvait un châssis Buick de 1953. La voiture coûtait 30 000 $ à construire mais tombait en panne plusieurs fois lors des tournées de démonstration. Giuliano n'a pas réussi à obtenir de financement et le projet s'est effondré après un seul prototype. Si les essais se soldent par un échec, quel est l'intérêt de pousser à la production? Aujourd'hui, l'Aurora réside dans un musée préservé plus pour son étrangeté que pour ses contributions. Elle visait à rendre la conduite plus sûre, mais a oublié de la rendre pratique ou même conduisible. Numéro 1. UF électrique, l'œuf électrique de la France de guerre. Voici l'UF électrique surnommé l'œuf électrique, un petit véhicule en forme de bulle créé en 1942 par le designer industriel français Paul Arzens. Il fonctionnait à l'électricité, ce qui était rare à l'époque, mais son design ressemblait plus à un accessoire de dessin animé qu'à une vraie voiture. Comment quelque chose d'aussi fantaisiste peut-il fonctionner dans la vie quotidienne? Construit pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le carburant était au rare, le concept avait du sens. Mais le corps étrange en aluminium, les 3 roues, l'absence de portes et le dôme en plexiglas transparent offraient presque aucune protection contre les intempéries ou le trafic. Était-il vraiment conçu pour être conduit ou juste admiré de loin? Avec une vitesse maximale de seulement 37 miles par heure et de la place pour un seul passager, il était loin d'être pratique. L'œuf électrique était léger, silencieux et innovant pour son époque, mais il n'a jamais dépassé le stade du prototype. Un produit peut-il être en avance sur son temps s'il n'atteint jamais le marché? Le véhicule se trouve maintenant dans un musée à Paris, une étrange relique de créativité de guerre. Ambition sans planification dans le monde réel. Quelle était la conception de voiture la plus stupide que vous ayez jamais entendue? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois